On change un peu de décor cette semaine, pas seulement parce que nous sommes en alerte orange et qu'il vaut mieux tourner à l'intérieur, et pas tout à fait d'ailleurs, puisque ça commence par une question posée par Gustave au café avant l'arrivée des maçons, des gens d'Enedis, de ceux qui posent la fibre. À 8h30, nous sommes entre retraités qui disent toutes les 3 minutes il faut que j'y aille, et à qui leur voisin répond tu nous fais rire, comme s'il y avait quoi que ce soit dans ton emploi du temps ce matin. Donc Gustave m'a demandé ce matin-là, alors raconte ton déjeuner d'hier. Hier c'était dimanche et il y avait justement quelque chose dans mon emploi du temps du jour. J'étais invité à déjeuner dans un château. Pas le nôtre, pas celui de Campagnol, qui est divisé depuis longtemps en 3 appartements et 2 studios. Non, c'est une espèce de forteresse énorme et glacée qui porte un nom en Hack et qui est située un peu plus haut dans le département. Je vous ai parlé une fois de la famille aristocratique qui habite là-dedans, qui possède ce truc, que j'ai connu à Paris il y a 30 ans. Je vous en ai parlé pour vous raconter que ces gens avaient un jour invité un couple de leurs voisins qui leur rendait des services toute l'année à séjourner dans un appartement qu'ils avaient non loin des Champs-Élysées, il y a 1 an environ, pour s'apercevoir que ce couple était en fait gilet jaune et qu'ils allaient manifester. Et donc nos aristocrates, ça leur avait fait un choc. Eh ben, ça donne un peu le ton du déjeuner. Et là, en racontant, j'ai dit à l'abonné au Monde, qui n'est pas retraité, mais c'est tout comme, je lui ai dit, ça t'aurait plu, ce sont des bobos macroniens. Et puis, mais alors à mort, hein, j'ai été presque agressé à table. Heureusement, il y avait leur petit-fils polytechnicien de 21 ans qui m'a soutenu, qui s'appelle Augustin. Les parents sont tellement conformistes d'ailleurs qu'ils devaient savoir à la naissance qu'Augustin était un prénom très souvent attribué aux enfants qui vont faire Polytechnique. Sauf que là, grosse déception pour la famille, figurez-vous que ce gamin est devenu complotiste. Enfin, c'est ce que dit son père. Alors là, je vous plante le décor, leur dis-je. Hein. D'abord, pendant le déjeuner, on s'est caillé terriblement. C'est une ancienne salle de garde transformée en salle à manger avec des voûtes gothiques un peu bancales du XVe siècle. Les femmes étaient vêtues de gros pulls. Imaginez un labrador noir. Pas grand-chose à manger sur la table parce que dans les familles chics, c'est pas qu'on manque d'argent pour aller faire les courses, mais la nourriture est un peu secondaire, on n'y fait pas attention. Donc au menu de ce jour-là, gigot de sanglier, haricots verts, mais nous étions un peu nombreux pour le gigot. Ensuite, fromage local, yaourt nature, pommes farcies du jardin, etc. Et tout ce monde-là était arrivé vendredi, jour du couvre-feu, à Paris, auquel évidemment on se flatte d'échapper, contrairement à tous ces pauvres et ces petits employés, ces banlieusards sans le sou qui vont rester 6 semaines prisonniers de chez eux après le dîner. D'ailleurs, les femmes, qui s'appellent toutes évidemment Marie-Dominique ou Marie-Geneviève, ont l'intention de rester carrément 2 ou 3 semaines pendant que leur mari va de son côté tirer sur la corde du télétravail. Sauf que, comme au château, on a un internet un peu limaçon, le mari est obligé d'aller à Villefranche pour parler à ses associés sur fond de tapisserie turquoise dans une auto-école. Alors quand je vous parle du mari, c'est le père d'Augustin, donc le polytechnicien. Il y a aussi le grand-père, le châtelain, qui est à 6 mois de la retraite au ministère des Finances. Donc tout ce monde-là se moque du fils polytechnicien parce qu'il est complotiste, figurez-vous, enfin selon les critères définis par les abonnés au Monde, et il en faut assez peu. Il faut dire que l'atmosphère à table, dès le début, est assez ironique à mon sujet. Oui, parce qu'à cause de cette chronique sur Internet, m'ont dit mes hôtes, les gens du coin disent, les paysans d'ici suivent vos apparitions, me dit-on. Il y en a même un qui voulait vous inviter pour le café, vous êtes donc une vedette. J'ai répondu, c'est le seul avantage du port du masque, c'est que personne en ce moment ne me reconnaît plus. Et le père du polytechnicien m'attaque gentiment en me disant en même temps, vous allez dans leur sens, c'est un peu normal que vous leur plaisiez. Et là, je précise que leur sens, c'est à peu près d'affirmer que Macron est cinglé et que nous sommes dans de beaux draps. Et là, tout le monde est d'accord, en effet, chez nous, pour dire la même chose. Enfin, en tout cas, localement. Argument de notre Parisien, on se demande en quoi ça les concerne. Le couvre-feu, par exemple, ils ne sortent jamais. D'ailleurs, même pendant le confinement, ils vendaient leurs produits agricoles comme avant. Oui, a dit un cousin d'une 40aine d'années, assez viveur, assez bronzé, qui semblait pourtant de mon côté. Oui, mais ce qui ne vous dit pas, c'est que le paysan qui voulait vous inviter pour le café, je le connais très bien, même s'il a bien vécu le confinement de son côté, en effet, économiquement, il a 3 enfants à Paris qui ont été littéralement lessivés par la situation parce qu'ils travaillent tous les 3 dans la restauration. Ce type qui me parlait, là, s'appelait Sigismond, un prénom fictif mais très proche du prénom réel, qui... lui était plus ou moins DJ, organisateur de week-end à Ibiza, de sorties à Berlin, de trucs à Marrakech pour son milieu. Hein. C'est vous dire qu'il était ruiné, il n'avait donc rien touché depuis février, il vivait sur les rentes de sa mère, et donc il était très haineux à l'égard de Macron et de ce qu'il appelait sa clique de branleurs,
mais aussi de toute sa propre famille qui avait l'air de dire bah, c'est la vie, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas dans les affaires. Il a même précisé, c'est terrible, mais dans nos clans, là, qui sont toujours du côté des puissants, quand un type comme moi se fait dépouiller par décision du prince, eh ben, c'est au prince qu'on donne raison. Si j'ai tenu, nous a-t-il dit, à passer 4 ou 5 jours ici, il nous a dit ça devant tout le monde en haussant un peu le ton, c'est pour rappeler à mes neveux que dans nos familles, c'est comme dans les volières, l'oiseau malade n'est soigné par personne, on lui pique sa nourriture en attendant qu'il tombe du perchoir et qu'il meure, c'est comme ça. Ce type s'entendait donc très bien avec son neveu Augustin, le polytechnicien, pour prendre mon parti dans la conversation et pour dire que nous étions bel et bien dans un véritable complot, à quoi le père entrepreneur, tellement pénible qu'il devait être abonné au monde, a répondu c'est ça, allez, raconte-nous ça. Et comme il manquait à ce sigisement une base théorique, disons un bagage, parce que c'était un marquis qui n'avait même pas passé le bac, il a laissé à son neveu polytechnicien le soin de monter au créneau à sa place, et le jeune Augustin a dit oui, ça devient de plus en plus évident qu'il nous raconte n'importe quoi. La chose amusante, c'est que là où l'oncle Sigismond ruiné, aigri, n'aurait pas été pris au sérieux parce qu'il était en colère en plus, le petit Augustin, lui, parlait à son père sur un ton de jeune homme ironique qui ne cherche pas à convaincre ni à se plaindre, mais qui, comme il disait lui-même, n'en a rien à foutre. Il disait ce qu'il disait par amour de la logique et de la vérité, et que disait-il? Eh ben, il disait, et là ça va plaire à Gustave, qu'on se foutait de nous de A à Z. Pour commencer, il avait beaucoup d'humour. Le repas était le lendemain de l'attentat sur le malheureux professeur d'histoire de la région parisienne. Il nous a dit que pour sa part, en regardant passer le Tour de France quelques semaines plus tôt, par souci de sécurité, il n'avait pas quitté d'une semelle la caravane Cochonou, ce que j'ai trouvé assez drôle. Ensuite, il nous a interprété la situation à sa manière. En esprit logique, disons, il a dit à son père devant nous, écoute, je veux bien tout ce que vous voulez, mais depuis 6 mois, alors qu'on avait dit cette épidémie nous servira de leçon, est-ce qu'ils ont essayé d'imaginer des nouveaux lits de réanimation, un partenariat avec l'hôpital privé, pour éviter d'être engorgés en cas de retour de l'épidémie? Non. Est-ce qu'ils ont instauré un contrôle dans les aéroports? Non plus. Est-ce qu'ils ont fermé les foyers de contamination les plus actifs, les plus connus, comme les universités? Non, ils ont préféré les salles de sport et les cafés. Alors, conclusion, s'ils ne l'ont pas fait, c'est que leurs mesures là n'ont presque pas de rapport avec la lutte contre la pandémie. Elles ont un autre objet. Et là, et je dis en m'adressant aux lecteurs du Monde, la question c'est toujours la même. Quel objet, quel but? De quel complot international peut-il bien s'agir? Et là, j'avoue, et je dis, le fait d'avoir un polytechnicien souriant, jeune, qui dit qu'il n'en a rien à foutre et qui ne poursuit que la vérité, ça m'a soulagé un peu, je me suis senti moins seul. Et j'ai précisé par rien à foutre, il voulait dire qu'il n'en faisait pas une affaire personnelle et qu'il se destinait, lui, à la recherche en mathématiques. Il a dit, mon père rame comme contre la concurrence chinoise, il a des copains au MEDEF, ça c'est le côté Macron de la famille. Mais ma mère, elle, a hérité d'une fortune de son propre père en Suisse. Moi, mon truc, c'est le boson de Higgs, c'est la matière noire, c'est l'unification des forces de la physique. Tout ça veut dire que je ne suis pas dans l'ego à propos de Macron, je m'en fous, contrairement à mon père. Non, ce que je vois, c'est que c'est une grosse opération à l'échelle mondiale pour assainir la finance. C'est tout, on déverse des milliards de soi-disant sauvetage des entreprises en difficulté, qui se retrouvent bizarrement dans le budget normal des États pour faire fonctionner la machine, pour mettre de l'huile, pour éviter qu'elle ne chauffe. L'effet le plus immédiat de cette rupture d'activité, celui que tout le monde peut voir, c'est que toutes les entreprises un peu bancales, comme But, Conforama, etc., disparaissent, ce qui, économiquement, contracte l'offre entre des mains plus efficaces et plus gestionnaires, mais il y a plein d'autres trucs intéressants dans cette situation. D'abord, tu obliges le secteur qui vit sur du cash à le sortir sans arrêt. Les métiers qui trinquent le plus en ce moment, excuse-moi mon cher tonton, ce sont ceux qui se font payer sous la table et en liquide. Le but du jeu, c'est de révéler l'argent caché ou de le supprimer carrément. Quand tu prives de revenus tout un secteur, tu obliges ce secteur à sortir ses réserves d'épargne et à les réinjecter dans l'économie. On te dit, on veut pas tuer l'activité. En fait, ici, ils veulent tuer les uns en enrichissant les autres et en contrôlant de plus en plus ceux qui sont enrichis en leur disant, on sauve votre maison, mais vous allez nous laisser les clés. Et là, j'ai dit, mais je croyais que pour la prospérité, c'était la même pour tous, en vertu du fameux ruissellement. Il m'a répondu, non, justement, la prospérité que souhaitent les gouvernements, c'est celle que tu peux rançonner, ponctionner. Il faut donc que tout soit en banque et que ton inspecteur des impôts puisse prendre des rênes de ton compte à ta place, comme Enedis prend les rênes de ton compteur Linky, par exemple, ou comme les employés de BRI qui rament avec Windows,
le font aussi. Généralement, tu as un magasin dans la ville voisine qui a un contrat de maintenance avec ces gens-là et qui manient la souris à distance par téléphone, qui prennent le contrôle donc de l'écran de la mairie pour réparer un dossier ou pour une liaison avec l'imprimante. Et bien la finance, c'est pareil. Bercy veut installer son mouchard dans toutes les trésoreries pour pouvoir pousser la souris à ta place. Et là, le grand-père est intervenu. Il terminait justement sa carrière à Bercy comme inspecteur général pour dire tu n'y connais rien. Et le petit polytechnicien a répondu non, en effet, ce que j'ignore, ce sont les procédures par lesquelles les gens de chez vous, de Bercy, etc., font sauter les contrôles pour des raisons politiques. Par exemple, quand la Caisse des dépôts annule les 45 millions de dettes de Luc Besson, et quand tu apprends que le responsable de la fortune Besson chez Rothschild était qui? Macron. Punaise, quelle coïncidence, hein. Là, bizarrement, le grand-père n'a pas souhaité s'étendre sur cet aspect de la question. Il s'est contenté de dire que ce n'est pas parce qu'on est polytechnicien et qu'on calcule à toute allure qu'on a la science infuse, et on est donc revenu au sujet principal qui était dans quel but? Eh ben, le but, c'est le contrôle, nous a-t-il dit. Tous ces mecs de Bercy sont convaincus qu'on peut gérer les économies et les populations comme une espèce de termitière, mais non, ils vont apprendre le contraire à leur dépens, tu vas voir. C'est là que le petit nous a quand même scotché, enfin moi surtout, et je dis à Gustave, il a dit texto, c'est un système qui est fait pour plaire au diable, qui est donc diabolique au sens propre, mais je suis presque sérieux, a-t-il dit, pour ce système, les hommes ne sont que des mécaniques, qui sont prévisibles, rien que de la façon dont Macron a été élu, dont ses députés ont été élus aussi, enfin nommés, tu sens l'algorithme au travail, il y a un programme derrière, c'est la machine elle-même qui désigne ses propres opérateurs, ce qui se passe est le fruit d'une réflexion de la matrice, et si je parle du diable, nous a-t-il dit, c'est qu'il est le principe de la matrice, le prince de ce monde, comme on dit, c'est-à-dire que ces exigences relèvent du fonctionnement, de la mécanique, de la matière, et c'est tout. C'est pour ça que ces régimes ont recours à la torture et à l'ingénierie sociale, le facteur humain, la psychologie, tout ça est entièrement une variable que l'on peut tordre à volonté. Et là, j'ai cru malin de prolonger cette observation assez juste en disant que souvent les gens normaux se demandent mais qu'est-ce qui leur prend en ce moment de laisser entre 200 et 400 000 réfugiés, migrants, etc., parmi lesquels des gens très dangereux comme les Tchétchènes, pénétrer sur le territoire et ruiner la paix sociale. Et là, on m'a interrompu, enfin le père m'a interrompu pour me dire mais comment le savez-vous? Eh ben, j'ai un ami avocat, lui ai-je dit, au barreau de Villeneuve, qui dit que les affaires de Tchétchènes, braquages, bijouterie, etc., même dans une petite ville comme Villeneuve, encombrent le circuit depuis des mois. Et j'ai dit que la paix sociale et le confort psychologique des Français, les opérateurs de la machine à produire, s'en foutaient complètement. Ce qu'ils voulaient, c'était de la main-d'œuvre. Et j'ai même cité une publicité Amazon qui passe en boucle en ce moment, où on voit une mère venue du Gabon qui travaille chez Amazon près de Paris, qu'on voit à la tâche sous un énorme hangar grand comme une église, et qui nous dit « Je suis venu d'Afrique, c'était mieux pour ma fille, Amazon m'a donné la chance de pouvoir me réaliser, et un jour, je deviendrai chef de secteur ou chef de service. » Mais à aucun moment, elle ne dit... elle ne parle de la France. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'elle a immigré chez Amazon. Un point, c'est tout. Et là, le père d'Augustin, un peu rageur, m'a répondu une chose qui se voulait blessante. Il m'a dit, je suis bien tranquille, vous n'avez jamais vu un Tchétchène de votre vie. Et là, j'ai répondu à mon tour, mais vous tombez mal. Hier, c'était samedi, je suis allé à Villeneuve chez Emmaüs, et là, ça parlait russe et tchétchène à tue-tête dans tous les coins, et les dames catholiques m'ont paru un peu dépassées, même parce que non seulement on en trouvait parmi la clientèle, mais aussi parmi les vendeurs. Oui, parce que chez Emmaüs, figurez-vous, il y a au moins 4 femmes tchétchènes qui vendent des tissus et des jouets dans un français qui ne s'améliore toujours pas depuis 6 mois, donc intégration zéro. Donc il ne faut pas croire, mais l'idée que les provinciaux des coins tranquilles comme moi ont peur d'une immigration qu'ils ne voient jamais est une idée fausse. On voit ça tout le temps. Augustin a dit à son père, il a quand même raison, hein, c'est surtout pour préserver le sacro-saint taux de croissance qu'on les avait fait venir, comme en Allemagne par exemple. C'est le diable dont nous parlions, dont tu parlais, a dit le père, oui, dont je parlais, a dit le fils, qui veut de la chair à canon économique en attendant la chair à canon tout court. Et là, pendant que je racontais mon dimanche au café de Campagnol, le petit Vladimir, qui fume beaucoup, est passé acheter des cigarettes, et comme il avait entendu prononcer le mot tchétchène, sujet brûlant pour un russe, il a dit que la France avait commis là sa pire bêtise depuis 40 ans, et qu'un jour ou l'autre, elle serait obligée d'emprunter des conseillers techniques à Poutine pour savoir comment on fait pour régler le problème.
Vladimir a consenti à prendre un café au comptoir avant de partir, et quelqu'un lui a dit que j'étais donc en train de raconter mon déjeuner au château, et lui il a compris très vite, il a dit « Ah ouais, c'est des gens qui t'imposent le couvre-feu dans les villes, puis qui se barrent à la campagne immédiatement. » Ça c'est vraiment des bons macroniens, quoi. Mais je vais te dire un truc, nous a-t-il dit, enfin m'a-t-il dit, ça va durer une semaine. Quoi? Bah, dans une semaine, tout le monde va prendre son vélo ou sa trottinette pour aller jouer à cache-cache avec les flics, comme ça, sans lumière, en gueulant dans les petites rues, ça va devenir un jeu de piste dans les villes, de 21h à minuit, et le gouvernement n'y aura à gagner qu'une seule chose, c'est qu'il sera encore plus ridicule qu'avant, ce qui avait l'air impossible au départ, mais il repousse toujours les limites. J'ai dit, c'est marrant, et je lui ai expliqué qu'un jeune polytechnicien franco-suisse de l'infamie chez qui j'étais hier m'a dit exactement la même chose à propos du couvre-feu. Je me suis dit, il aurait plu à Gustave, ce garçon. Il disait que si les Français retrouvaient leur esprit de résistance, ils mettraient des cailloux dans l'engrenage, et quand j'ai demandé quel genre de cailloux, Augustin m'a répondu, je sais pas moi, mais si je devais avoir une vision, une prophétie à ce sujet, je verrais là, dans un flash, les rues, les voitures, surtout dans les quartiers un peu chics, les quartiers des ministères, couvertes de peinture jaune, chaque nuit, jusqu'à ce que le gouvernement comprenne. Nous sommes des sociétés si complexes, nous a-t-il dit, que celui qui veut vraiment entrer en résistance avec des moyens simples y arrive toujours. Et là, Gustave s'est écrié, il a raison quand même, ton polytechnicien, quand tu parles de couvre-feu, tu induis immédiatement le principe de l'action clandestine. Quand tu lis les récits des résistants pendant la guerre, l'expression « braver le couvre-feu » est partout, et nous sommes bien partis pour connaître la même chose. Moi, je me souviens, a dit Gustave, de toutes les banlieues françaises, il y a 40 ans, qui étaient peintes du signe OAS, c'était il n'y a pas si longtemps, après tout. Organisation Armée Secrète, ça s'appelait. Quelqu'un a glapi dans l'assistance que c'était du beau monde, hein, des assassins. Et Gustave a dit, je n'en dis combien pas, mais c'est pas le sujet. Le mot important là-dedans, c'est secret. Plus tu limites les mouvements, les opinions, plus tu obliges les gens à passer dans la clandestinité, et plus tu as du secret. Alors pour apaiser les choses, j'ai allégé la discussion, j'ai dit il y a quand même des clandestinités un peu rigolotes, il paraît que les jeunes s'enferment dès 9h en ce moment pour faire la fête jusqu'à 6h, ils dorment entassés sur les canapés et les tapis. Et notre conversation qui avait déjà un peu trop duré, parce que tout le monde était debout, Vladimir était parti, a continué un peu, mais Gustave a porté l'estocade en disant moi je vois une chose, c'est qu'ils vont s'arranger pour nous voler nos retraites. Je le sens, ça c'est la prochaine étape. Ils vont essayer de rameuter la jeunesse contre les vieux qui touchent 1000 balles par mois et qui n'ont pas de loyer à payer. Combien tu paries? Alors là, j'ai pas voulu parier, mais je me suis souvenu qu'Augustin, la veille, avait conclu il faut rester optimiste, leur construction va s'effondrer avant d'être complètement achevée. Les œuvres du diable dans l'histoire ont toujours été anéanties par le facteur humain, la bonté, l'intuition, l'humour, la poésie. On voit pas pourquoi ça tournerait différemment cette fois. Au fond, ceux qui n'ont pas de cœur ne sont pas intelligents. Et la case qui leur manque finit par causer leur perte. Et ben voilà, enfin, une conclusion optimiste, mais nous l'avons échappé belle. À bientôt, merci.